Voilà, retour pour notre entretien avec Romain Bessonnet, Pierre-Yves Rougeron. Passionnant, je crois, sur le conflit ukrainien. Et puis, on va maintenant déborder dans cette deuxième partie un peu vers la suite, les conséquences. On s'était arrêté au moment de savoir, voilà, a priori, Romain nous disait, et on était tous d'accord ici, Poutine n'ira pas plus loin que l'Ukraine. Mais, première conséquence, la Russie va devenir le paria complet du monde. En ayant envahi un pays comme ça. De quel monde? C'est ça la question. Alors, le vote à l'ONU nous a... Et puis, elle va souffrir, parce que c'est Bruno Le Maire, je crois, qui a dit qu'il va pulvériser l'économie russe. Il va faire une guerre économique totale à la Russie. Enfin, il l'a dit, il l'a retiré le soir, parce que Medvedev s'était un petit peu énervé sur Twitter. Mais bon, sérieusement, la Russie va être très très mal vue dans le monde. Alors, le terme communauté internationale... fait partie de ces créations marketing où tu as deux mots, tu arrives à avoir deux mensonges en un coup. Et là, ça a été l'illustration. Il faut être très clair qu'une bonne partie du monde le monde émergent se divise en deux types de pays. Ceux qui ont refusé même la condamnation, derrière la Chine. En tout au vote, ça fait quand même plus de 41-43% de l'humanité tout de même. Alors je sais que ces gens-là, on n'a pas l'habitude de les compter dans la communauté internationale, mais néanmoins. Et il y a ceux qui ont fait ce que j'appellerais les condamnations libérer la ligne. C'est-à-dire des gens qui ont été, à mon avis, assiégés par les ambassades occidentales et qui ont dit « Ok, nous condamnons verbalement, libérer la ligne. Merci ». Ces pays-là ne prendront jamais de sanctions. Résultat, qui a fait une condamnation sérieuse, c'est-à-dire avec une prise de sanctions? Les Américains, leurs voisins et supplétifs canadiens, leurs supplétifs européens, et le Japon qui entend juste régler ses propres problèmes territoriaux avec la Russie. Le gouvernement japonais, la condition de l'Ukraine est quelque chose de tout à fait spéculatif et tout à fait abstrait. Bon, et tout le reste... Et la Corée du Sud qui s'est fait prier un peu. Et la Corée du Sud qui s'est fait prier un peu. Résultat, et attention, sur le dur de dur, par exemple, dans le cas de la Corée du Sud, l'approvisionnement en matériel technologique de pointe et en microprocesseurs, la Corée du Sud, alors que les microprocesseurs, les Sud-Coréens et les Taïwanais sont quand même extrêmement puissants. Ils pourraient faire beaucoup de mal à la Russie avec ça. Ils ont dit, on ne coupera pas le fil, Séoul-Moscou, sur les microprocesseurs, zéro. Et donc, c'est-à-dire le pire que la Corée du Sud aurait pu faire, elle ne le fait pas. Résultat, qui est-ce qui reste? Le bloc occidental habituel, c'est-à-dire des gens qui, avec tout le respect qu'on leur doit, ne comprennent pas qu'aujourd'hui la planétisation, pour parler comme Teilhard de Chardin, a eu lieu, que maintenant il faut tenir compte, et ça roule pour des gens qui nous ont vendu le village global pendant 30 ans, hein, il faut tenir compte de tous ces pays, et malheureusement ou heureusement, eh bien le G7 aujourd'hui est, il faut le dire, en recul international constant, en recul démographique constant, et a perdu plusieurs dizaines de points dans l'économie monde en 20 ans. Donc à un moment, il faut être dans une politique de la reconnaissance et de l'équilibre des puissances, car sinon, si nous leur refusons ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons sur tous les sujets, eh bien nous risquons de nous l'avoir imposé par des gens qui aujourd'hui en ont parfaitement les moyens. Et puis, deux choses aussi, c'est que il y a le monde, en fait, aujourd'hui, s'est divisé en deux. C'est-à-dire qu'on a l'Occident qui dit « Moi, j'ai une diplomatie des valeurs. Et je suis prêt à je suis prêt à tout sacrifier pour mes valeurs. » Et vous avez ce que j'appellerais moi l'Orient, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil même, qui disent « Nous, on a des intérêts nationaux. » Des intérêts nationaux, ça se négocie. Des valeurs, ça ne se négocie pas, par définition. Et c'est là qu'est le problème. C'est que dans la communauté internationale, en fait, vous avez deux groupes de pays qui ne parlent plus la même langue diplomatique. La France, sous le général de Gaulle, elle parlait la langue diplomatique. Elle disait « Moi, j'ai des intérêts. » Et on négociait sur la base de nos intérêts. Depuis la fin de la guerre froide, la France s'est alignée sur la conception américaine des relations internationales et on dit « Nous avons des valeurs universelles à défendre, ce sont les meilleures. Soit vous les adoptez, soit vous êtes nos ennemis. » Eh bien, dans cette conception-là du monde,
il n'y a pas de négociation possible. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Pourquoi l'Europe et l'Occident en général est en hystérie vis-à-vis de la Russie? C'est parce que la Russie pensait parler intérêts nationaux, là où nous avons parlé valeurs. Eh bien, on a vu l'impasse et on est allé à une confrontation armée. Enfin, nous, on a parlé valeurs avec derrière le vrai décideur américain qui parle valeurs en façade, mais en réalité ne pense pas valeurs. C'est pas complètement vrai, parce que Joe Biden, moi je me rappelle lors de la... Je dis pas qu'ils défendent leurs intérêts nationaux, mais ils défendent des intérêts. Oui, mais dans la conférence de presse de Joe Biden, justement, ce qui a été très intéressant par rapport à son prédécesseur Donald Trump, c'est que Joe Biden lui disait, a terminé sa conférence de presse par « J'ai dit à Vladimir Poutine que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous défendrons toujours la liberté et la démocratie parce que c'est ce que nous sommes. La liberté et la démocratie, c'est universel, c'est bon pour tout le monde, et défendre la liberté et la démocratie, c'est ce que nous sommes, nous les Américains. » Ça, par exemple, c'est une déclaration de guerre à tout le reste du monde. Parce que si vous n'adoptez pas mes valeurs, vous êtes des ennemis. Et cette conception-là, alors nous, les Européens, on est allés encore plus loin que les Américains comme d'habitude. On en a fait vraiment l'alpha et l'oméga de notre politique étrangère, là où les Américains l'utilisent comme avec de fer au feu, parce qu'ils ont toujours aussi leurs intérêts nationaux industriels à défendre. Mais c'est ça, ils ont quand même... Puis là, il y a une arrière-pensée énergétique quand même, pour eux. Autant nous, dans l'Union européenne, on va être les énormes perdants de cette affaire. Bien sûr. Les dindons de la farce, ça va être nous. Bien sûr. Et encore nous, grâce à Pierre Messmer. Ça a commencé avec l'explosion du prix de l'énergie. Et encore nous, grâce à Pierre Messmer. Et encore les Français un peu moins. Mais... Grâce à Pierre Messmer et au programme électronucléaire des années 70, on sera un peu épargnés. Et encore moins qu'avant, puisqu'on l'a quand même connecté au marché européen d'électricité. Donc on ne bénéficie même plus de nos prix, enfin moins qu'avant, en tout cas de nos prix bas. Oui. Donc oui, justement, donc ça c'est très intéressant. Donc en fait, l'Europe, là, c'est le... On est pris dans le piège américain. On est le dindon de la farce totale. Pire que ça. Parce que, on va prendre pour Joe Biden, on va être très clair que toute sanction lourde, croisée, on refuse d'homologuer Nord Stream 2. Les Russes disent, mais on pourrait aussi couper le premier, hein, si ça vous intéresse. Évidemment, à chaque fois, le renchérissement des prix de l'énergie fait que enfin le pétrole et le gaz de schiste américain redevient rentable. Enfin, parce que le pétrole et le gaz de schiste américain, fondamentalement, tu ne joues pas la tension sur les marchés, et d'ailleurs les puissances du Golfe l'avaient très bien compris, parce que pour justement éliminer ces industries américaines, elles avaient abaissé lourdement les prix mondiaux, rappelle-toi, dans une tentative de guerre économique contre les Américains. Ce que nous leur avons laissé faire, vu que c'était Trump. Donc Trump, on le traite tellement mal, on pourrait lui dire qu'on le traite comme un Russe. Donc, mais les Européens ont fait encore mieux, c'est-à-dire que les Européens, comme le dit très bien un grand souverainiste et un grand intellectuel qui est Christophe Réveillard, les Européens sont générateurs d'américanité. C'est-à-dire que les Américains vont au-delà des volontés du maître, essayent d'ailleurs souvent d'essayer... Les Européens vont au-delà de la volonté du maître, essayent d'aller au-devant de la liberté du maître et se tirent une balle dans chaque genou avec le sourire, à tel point que nous avons eu, et c'est la première fois sous une administration démocrate, sous Trump c'était assez récurrent, et c'était d'ailleurs la première fois pour un président républicain, mais dans l'entourage de Biden, on publie aujourd'hui des documents qui disent les Européens commencent à être un peu gênants avec leur hystérie. Ok, on fait une bonne opération, mais essayons d'éviter de faire trop de mousse, parce que les laquais deviennent aussi vociférants, même nous, ça nous gêne. Du calme, quoi. Oui, parce que les analystes militaires américains, effectivement, j'en ai lu quelques-uns, ont dit, là, il va falloir quand même que les Européens se calment, lorsqu'on a dit qu'on allait livrer des avions à l'Ukraine qui opéreraient depuis la Pologne. Les Américains ont dit attention quoi. Le conflit frontal entre l'OTAN là ça serait autre chose, c'est sûr. C'est un autre game et nous on veut pas y jouer. Ce qui fait d'ailleurs, ça me fait penser que Yannick Jadot est en train de défendre le gaz et le pétrole de schiste américain.
Par sa position, de fait. Ah mais qui est quand même une vraie saloperie écologique. De fait, mais n'oublie pas que comme les Verts français ont toujours été ont toujours été le miroir des Grünen allemands, ils sont militaristes, c'est-à-dire qu'ils ont accepté toutes, ce que le mouvement écologiste français à sa naissance n'était pas, mais ils ont accepté toutes les occupations, ils ont été ignobles sur la Syrie, ignobles sur l'Irak, ils sont bellicistes au dernier degré, et aujourd'hui, c'est quand même en France que tu as un homme de gauche humaniste qui est le parangon des boucheries, qui est M. Raphaël Glucksmann, qui, au passage, nous vient directement de l'ancien lobby néoconservateur français, qui était la revue Le Meilleur des Mondes, qui étaient des gens qui disaient qu'on allait importer et qu'on allait, apporter la démocratie en Irak, et que ceux qu'on ne libérerait pas par la démocratie, on les vitrifierait, bon c'est pas grave, parce que la vie est un fardeau, donc au moins on les libère de la vie, c'est déjà ça. Et M. Glucksmann revient, Raffi s'en va en guerre, avec la peau des autres. C'est-à-dire nous voyons, et c'est ça où il y a un véritable problème avec une part des forces dites de gauche, parce qu'elles n'ont rien à voir avec le socialisme français historique, parce que je rappelle quand même qu'il y a une part de pacifisme raisonné, pas de pacifisme à tout prix dans la tradition socialiste française, mais au moins de penser les affaires extérieures. Et il y a quand même une sorte de réflexion à avoir sur une partie de la gauche mondialiste qui est vraiment obsédée par le goût du sang. Oui, en ce moment on a pas mal de déclarations en ce sens. On voit d'ailleurs aussi le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui est, j'ai recherché, le premier qui a employé le terme nucléaire dans ce conflit ukrainien, c'est pas Poutine. Non, c'est Le Drian, le 24 février, qui a dit « Je rappelle à Vladimir Poutine que l'OTAN est aussi une alliance nucléaire ». C'est la première fois que le mot nucléaire a été employé dans ce conflit. On se rend compte de la régression, et puis surtout de dire à un Russe « Fais gaffe, on a des armes nucléaires. » Oui. C'est sûr. Il y a quand même un acteur là-dedans qui me semble avoir son petit jeu à lui, c'est l'Allemagne. Entièrement. Qui déclare, nous les sanctions, attention, le système SWIFT, ok, mais pas les banques qui nous concernent. Arrêter d'importer du gaz russe, c'est un non, pas d'accord. Et 3, on va en profiter pour mettre 100 milliards d'euros pour notre défense nationale. Au moment où Macron va organiser, c'est presque un pied de nez à Macron d'ailleurs, parce qu'au moment où il organise son sommet de Versailles, le 10 et 11 mars, sur la défense européenne, l'Allemagne dit unilatéralement non, nous on va investir dans notre défense nationale. Et au passage, on va sûrement acheter des avions américains F-35, ce qui d'ailleurs, moi je suis pour, parce que comme ça mettra à terre le programme SCAF. Entièrement. Qui est en fait un programme franco-allemand, enfin allemand, et ça obligera, je l'espère en tout cas c'est la volonté de Dassault, la France à redévelopper son propre avion, même si à mon avis Macron fera tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais l'Allemagne est quand même sur un jeu, poursuit son jeu national là quand même. L'Allemagne aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle... C'est la moins bête de tout cet ensemble aussi, un peu bête. Elle s'assure une réassurance américaine, en fait, quand elle fait ça. Parce que l'industrie de défense allemande, elle dépend beaucoup plus que l'industrie de défense française des composants américains. Il faut le savoir. C'est par exemple, les chars Léopard, si les Américains ne livrent pas tout un tas de produits électroniques, ça ne démarre pas, quoi. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Alors que nous, les Français, notamment avec Dassault, on est presque indépendant sur toute la chaîne quand on produit. Ce qui sera de moins en moins vrai. Ce qui sera de moins en moins vrai. Y compris le char d'ailleurs, on le fait avec les Allemands. Le char, et c'est eux qui ont le leadership pour le char. Enfin, c'est eux qui le font avec nous. C'est eux qui le font, c'est eux qui ont le leadership. Ouais. Mais en fait, la tradition française, c'était d'avoir une industrie de défense qui fabrique tout, je dirais, de A à Z. Eh bien, l'industrie de défense allemande, elle est complètement tributaire des approvisionnements américains. Donc, en fait, quand elle va dépenser de l'argent en programme de défense, une partie ira à la dîme que l'Allemagne paye à Washington. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, elle respecte le critère des 2% de l'OTAN, du PIB. Ouais. Ça, c'est un point essentiel, je pense. Oui, mais malgré tout, le fait qu'elle annonce... qu'elle réarme en quelque sorte, qu'elle investit comme ça massivement, c'est pas la France qui l'a annoncé, quoi. Alors, premièrement... Nous, on a parlé, moi je n'ai pas entendu en tout cas en France qu'on allait investir davantage, alors que l'Allemagne l'a annoncé, et nous on a parlé tout de suite de défense européenne.
ce qui est pour moi une folie totale, mais ce qui ne m'étonne pas de Macron. Que devrait faire d'ailleurs la France là, dans cette affaire ukrainienne, russo-ukrainienne? Qu'est-ce que pourrait et devrait faire la France selon vous? Déjà, réaffirmer, et là y mettre les actes, qu'il n'y a aucune situation d'affrontement entre la France et la Russie. Parce que M. Macron le dit, et les médias français et autres on en parle comme si nous étions belligérants directs. Il faut quand même s'en rendre compte. Mais surtout quand on met le drapeau d'un des belligérants derrière soi, donc, comme le fait Macron avec le drapeau ukrainien. Donc, de dire, écoutez, il y a toute une gamme dans le droit international classique, les bons offices, etc. On peut vous aider à la négociation. Nous ne nous en mêlerons pas et nous sanctionnerons les forces étatiques ou autres qui s'en mêleront. Par exemple, je vous rappelle quand même que nous avions, par exemple, un ambassadeur qui avait insulté le président Donald Trump, qui n'a pas été viré et qui aurait dû être viré dans la minute. Le premier qui devrait se permettre ça sur un mot sur Vladimir Poutine ou un mot sur Zelensky, c'est dehors. Donc, déjà, d'affirmer notre neutralité. Deuxièmement, et de l'assumer vis-à-vis des Français, les sanctions, la politique des sanctions, tout comme la politique des anciens embargos, rappelle-toi, sont des politiques cruelles, parce qu'elles visent les populations civiles, ce sont des actes de guerre, inutiles, elles n'ont jamais fait, même les pires des régimes, et la Russie est très loin d'être le pire des régimes. Faut arrêter, enfin, à un moment, faut revenir sur Terre. Aucun des régimes, même parmi les pires, n'est tombé sous le coup des sanctions. Il n'existe pas ça. Surtout quand, en fait, là, en l'occurrence, ça pousse la Russie encore un peu plus dans les bras de la Chine, et elle développe tout ce qui lui manquera, tout ce qui lui manque avec la Chine. Bien évidemment. Là, en plus, les sanctions sont d'autant plus inutiles que la Russie a appris, elle a reconfiguré une partie de son modèle agricole, etc. Elle a appris, elle a eu une vraie politique de puissance et d'adaptation. Donc, d'ailleurs, une partie des hauts dirigeants russes disent « sanctionnez-nous ». Oui, on va apprendre encore plus. Donc, non, mais c'est comme ça qu'un vrai État doit agir. Ils sont devenus le premier producteur mondial de blé, je crois, grâce à ça. Et puis la Russie, en fait, il y a une sorte de caractère du peuple russe, c'est que en fait, le peuple russe n'est inventif et ne fait de grandes choses que lorsqu'il est sous pression, en fait. Sa pente naturelle lorsqu'il est en paix, c'est de ne pas s'occuper du développement de son pays. Par contre, quand on lui tape dessus, là, il se mobilise et il va mettre toutes ses ressources en fait, pour rechercher les solutions aux problèmes que lui crée un agresseur extérieur. Donc ça, c'est le meilleur des services qu'on peut leur donner. C'est exactement ce qu'on leur a fait, effectivement. Donc je reviens à la France. Qu'est-ce qu'on devrait faire D'assumer devant l'opinion publique, voilà, les sanctions, ça coûte 1 milliard d'euros par an à l'agriculture française. Donc, Monsieur le maire, qui va avec ses petits bras musclés détruire l'économie russe, il faut savoir que quand on dit ça, on a du sang de paysans français sur les mains, déjà. Donc à un moment, la France doit sortir du système de sanctions, quel qu'en soit le prix, parce que, pour l'instant, c'est les Français qui vont le payer, et qui vont le payer lourdement. Déployer notre système diplomatique uniquement dans l'optique d'assurer toutes les fonctions du droit international classique pour la paix, bien nommer les responsabilités, c'est-à-dire oui, la Russie a violé le droit international, oui, M. Zelensky a refusé sciemment d'honorer sa parole sur les accords de Minsk et sur la protection, sur les droits et sur les protections des populations civiles. Donc, je ne dis pas un partout balle au centre, loin de là, je dis juste, voilà, la France constate ça, en retire pour ses intérêts et prête aux deux belligérants une rationalité et appuie le processus de paix, car comme Jacques Sapir avait fait un très très beau texte qui s'appelait Construire la paix, il faut s'en sortir et entamer, et à mon avis, seule la France peut le faire parmi les puissances occidentales malheureusement, une réflexion de fond sur ce que nous a coûté, ce qu'on appelle à tort néoconservatisme, parce que ce n'en est pas tout à fait, mais ce que Romain appelait très justement cette diplomatie des valeurs, qui nous a coûté une régression civilisationnelle sur les relations extérieures de plusieurs siècles en 30 ans. Au moins c'est clair.
Vous avez entendu parler de l'OTAN 2030 qui a été adopté en juin 2021. Mais quelque chose, ça. Vous l'avez lu? Non, Non, je l'ai pas c'est encore assez lu. délirant. Hein. C'est un texte extrêmement agressif, mais c'est la doctrine qu'ont adopté les 30 membres de l'OTAN le 14 juin 2021, un sommet de Bruxelles. Moi, j'ai lu ça in extenso il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais vu une tribune au gradé français qui en était très inquiet. C'est vraiment une déclaration de guerre à la Russie et à la Chine. En même temps. Délirant. En même temps, une espèce de supranationalisation de l'OTAN, avec des mécanismes maintenant obligatoires, de concertation obligatoire avant d'aller à l'ONU, avant d'aller au G20, pour définir une position commune des membres de l'OTAN, une beaucoup plus grande difficulté de s'extraire quand on ne veut pas d'un conflit d'une position de l'OTAN. Donc c'est un peu ce qu'a fait une vision beaucoup plus politique, c'est écrit dans le texte, de l'OTAN. Donc c'est une espèce d'union européanisation de l'OTAN. Non, je voulais peut-être finir là-dessus, mais si vous n'avez pas de choses particulières à dire. Non, mais il y a une chose sur laquelle je voulais parler, c'est que si on avait les positions, si le général de Gaulle avait eu les positions qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui, la France n'aurait jamais reconnu la République populaire de Chine en 1964, à l'époque du régime maoïste, je veux dire, qui était... la France aurait mis des sanctions à Israël après la guerre des 6 jours. On a juste mis un embargo sur les armes à l'époque. Et il n'aurait pas dit « Vive le Québec libre ». Et il n'aurait pas dit « Vive le Québec libre » parce que c'est une atteinte mais il n'aurait pas non plus poursuivi le programme nucléaire, on n'aurait pas... il y a beaucoup de choses qui seraient extrêmement différentes. Ouais. Effectivement. Je pense que si Macron avait été à la place de De Gaulle, c'est vraiment de la politique fiction, mais... déjà, si on remontait 20 ans en avant, mais prenons... on n'aurait pas eu Macron à Londres en train de faire un certain... Je pense pas. Ah non, il aurait suivi... Ça c'est sûr, et puis il aurait suivi certainement les européistes de son temps qui ont tous été du côté des forces de l'Axe. Or, le problème, c'est que l'OTAN, regardons les organisations internationales telles qu'elles sont. Il y en a deux groupes. Enfin, le groupe majoritaire qui commence à se douter que le temps où on pouvait rêver du rêve, appelons-le attalien, parce que en France c'est Attali qui était le ménestrel de ça, mais il n'est rien de plus que le ménate de sa classe sociale, qui rêvait, tu vois, de la gouvernance déterritorialisée des organisations internationales. Ce rêve-là que l'ONU a fait dans les années 70-80 est en train de mourir dans les couloirs de l'ONU. J'ai appris très récemment qu'il mourait même dans les couloirs de l'OMS, parce qu'à un moment, certains commencent à se dire, vu ce qu'on a fait dans les 2 dernières années, des pays comme la Chine, comme d'autres, ont un tel ressentiment vis-à-vis de nous qu'il va peut-être falloir normaliser un peu notre comportement, sinon ils vont le faire eux-mêmes. Et tu as les 2 cadavres ambulants de la guerre froide, l'Union européenne et l'OTAN. Toutes les autres ont essayé d'évoluer vers le monde nouveau, et tu as ces 2 trucs qui théoriquement auraient dû tous les 2 ne pas survivre à la guerre froide, parce qu'ils en ont l'esprit, c'est des alliances militaires sans ennemis, c'est des alliances économiques sans objet. Si tu veux, ce sont des zombies au sens d'un corps mort qui continue à bouger. Et malheureusement, face au réel, ce sont 2 organisations dont la logique interne veut la radicalisation. Ce qu'elles vont faire, moralité... Le zombie est souvent agressif. Le zombie est généralement agressif. Il aime bien mordre. Malheureusement, ça va ne faire qu'amplifier la dévitalisation des corps internes. C'est-à-dire, plus l'Union européenne sera forte, plus les nations dedans seront faibles, et plus les peuples dedans seront faibles, plus l'OTAN va s'affirmer comme en réalité, si tu veux, c'est une sorte de paralytique agressif. Mais objectivement, l'OTAN, et M. Zelensky vient de l'apprendre de la pire des manières, il a exigé une no-fly zone, on lui a dit mais mon pauvre ami, c'est plus techniquement possible. Tu vois, non, déjà tu es un général de l'armée du Sud-Vietnam, donc on va te laisser mourir, comme on l'a toujours fait avec nos supplétifs, et 2, même techniquement, militairement parlant, et là c'est une nouveauté, oui, l'Occident a perdu l'hégémone militaire, il est encore la première puissance, mais il n'est plus indiscuté, et donc on est désolé, on ne peut pas, et résultat, on radicalise d'autant plus que nous, sur le terrain, tu vois, c'est Baudrillard dans Simulacre et Simulation.
nous virtualisons la radicalisation de l'UE et de l'OTAN, alors que dans les faits matériels de la puissance, ces deux organisations régressent, et elles deviendront de plus en plus agressives au fur et à mesure qu'elles régresseront. Et enfin, moi, je crains mot de la fin, Romain. Ouais, je crains une fuite en avant de l'Union européenne dans cette histoire, parce que elle a perdu quand même celui qui était son enfant chéri. Il faut savoir que chez les eurocrates, ils ont tous bandé comme des monstres au moment de la révolution de Maïdan, parce que c'était le seul moment dans l'histoire presque où des gens mouraient avec le drapeau européen à la main. Pour un accord d'association. Ouais. Pour un accord d'association qui désindustrialisait leur pays en plus. Les chiffres sont clairs nets. Mais en plus, là, l'affaire du « on va acheter des armes sur budget européen pour les livrer à l'Ukraine », c'est vrai. C'est une première. C'est une première. Et en fait, bon, il n'y a pas d'argent, comme il n'y a pas d'argent européen, c'est de l'argent des Français et des Allemands. Hein. Enfin, plus des Français. Et le même jour, d'ailleurs, Ursula a annoncé la fermeture des médias russes. Hein. Voilà. Et deuxièmement... Une sorte d'oukase, comme ça. Et deuxièmement, deuxième annonce, c'est que le budget européen allait indemniser les victimes des sanctions, les victimes européennes des sanctions. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire. Je ne sais pas, on va mettre combien de milliards, parce que là, ça va être horrible. Enfin, rien que la facture pétrolière, ça va se facturer en plusieurs dizaines de milliards par an. Où est-ce qu'on va prendre cet argent ? Toujours au même endroit. Comme toujours en Union européenne, il n'y a pas de problème que le contribuable français ne saura résoudre. Exactement. Si on le ponctionne correctement. Chez les contributeurs nets, surtout que si un jour il faut intégrer l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, le Kosovo, l'Albanie et quelques autres pays candidats, moi, je pense qui seront tous débiteurs nets sévèrement. Nécessairement, oui. Il va falloir payer. Voilà. Je pense aussi que vous prenez historiquement, tous les États fédéraux se sont construits pour régler des dettes de guerre. C'est-à-dire le Canada a créé son impôt sur le revenu à la suite de la guerre de 14. Les États-Unis ont créé leur impôt sur le revenu aussi, je crois, à la suite de la guerre de sécession, de la guerre de 14, une des deux. C'est-à-dire que le saut fédéral en général, c'est pour régler une dette de guerre. Or là, dette Covid plus dette ukrainienne... Oh, mais ça, c'est une conclusion trop pessimiste, là. Parce que là, Romain, en gros, l'idée, c'est que l'Europe va en profiter pour elle est déjà largement fédérale. Parce que quand on ne maîtrise ni ses frontières, ni sa monnaie, qui est quand même un point central, ni son budget de moins en moins, on est déjà quasiment fédéral, en fait, sans l'avoir dit au peuple. Oui. Mais c'est vrai que là, ils veulent y ajouter la défense, ce qui est dramatique. Et l'impôt fédéral. Et l'impôt fédéral, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on va essayer d'être... on va pas désespérer tout le monde. Non, on va être plus que vigilant. Bon, l'intérêt, c'est de le dire pour que les gens déjà comprennent un peu ce qui se passe et d'en voir les dangers extraordinaires à tout point de vue. Mais c'est vrai que la France a tous les atouts pour faire autrement. C'est ça qui est malheureux. C'est que malgré notre affaiblissement, on a encore une série d'atouts extraordinaires. Nous avons tous les atouts pour ne pas être un pays occidental. Parce que nous avons notre outre-mer qui est une fenêtre d'ouverture sur le reste. Pour être un pays monde, quoi. Pour être une puissance d'équilibre dans la nouvelle mondialisation qui va être appelée, qu'on le veuille ou pas, à se rééquilibrer au profit de l'Orient. On a la francophonie aussi. Et la latinité qu'on oublie souvent, mais il y a également, quasiment aucun pays latino-américain n'a accepté les sanctions contre la Russie. Y compris celui qui a sidéré tout le monde, qui est même Bolsonaro, parce que lui, il a vécu la solidarité occidentale contre lui, alors que lui est un occidentaliste, parfois jusqu'à la caricature. Et tous ces pays-là, ce que j'appelle la grande latinité... Mais il n'a pas été sur le Covid. Comment ? Sur le Covid, il a déjà été à part. Ah oui, et d'ailleurs, c'est là où il a pris l'affection que l'Occident avait pour lui en pleine figure. Ouais. Il en a d'ailleurs tiré les conséquences. Mais il y a aussi la grande latinité, donc qu'on le veuille ou pas, la mondialisation telle qu'elle a été faite dans les années 80 passera, mais le sentiment de planétisation restera et la France y a toute sa place. Le problème, c'est que les élites françaises veulent effacer la France dans un continent qui, lui, va s'effacer tout seul. Et ça, c'est un mystère, c'est un mystère tragique. Ça, que les élites françaises veuillent l'effacement de la France, c'est pas tout à fait récent, malheureusement. C'est un peu une constante de notre histoire. Mais
on doit trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour imposer un autre avenir. Et ben, c'est tout le défi du mouvement souverainiste. Voilà. Merci infiniment, Romain Merci, Florian. et Pierre-Yves, pour ces éclairages extrêmement passionnants. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Poursuivez dans les commentaires la discussion, évidemment. Et puis, à très bientôt. Voilà, j'espère que ces entretiens, dans un nouveau décor, vous intéressent, vous plaisent, vous motivent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. On va multiplier sur différentes séries. Là, on est sur la question, évidemment, la crise en Ukraine, c'est fondamental. La géopolitique, la France, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, tout ça sont des sujets fondamentaux. On en fera sur d'autres séries. Mais on compte bien multiplier ce genre de format, mais il faut nous aider pour le coup. Il faut nous aider. Évidemment. Abonnez-vous d'abord à cette chaîne YouTube, première manière de nous aider. C'est une seconde, c'est un clic, c'est gratuit, vous le faites tout de suite et ça donne de la visibilité à tout ce travail. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Et puis il faut nous aider en venant aux Patriotes. Voilà, en prenant votre adhésion avec cette carte orange pour faire vivre le débat, vivre la réflexion et surtout organiser une rupture, une vraie rupture réelle dans notre pays. Sur le terrain, on se bat aussi. Et ça, très peu de mouvements politiques le font, si ce n'est aucun à part les Patriotes. Ben, nous, on est là. Alors le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. C'est sous la vidéo en description, c'est également en lien en commentaire épinglé et ici, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sinon, il y a une autre possibilité ou cumuler, vous pouvez faire les deux si vous en avez la capacité, c'est de faire un don de soutien au mouvement. C'est un autre lien. Ce lien, il est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Voilà, c'est vital parce qu'on n'a pas un centime d'aide de l'État ni des banques. Je le dis suffisamment, mais je le redis parce qu'il faut bien l'entendre. On n'est pas de l'opposition contrôlée, on n'est pas de l'oligarchie, on a tout ça contre nous. Donc j'ai besoin de vous. Voilà, adhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, c'est 67%. Donc vous voyez où vous mettez plutôt l'argent chez Macron ou dans la cause. Voilà, à vous de voir. En tout cas, vous êtes les bienvenus aux Patriotes pour les nouveaux adhérents. Bravo aussi aux réadhérents et aux donateurs. Allez, vive la France!